à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe de l'info, l'émission d'actualité, de politique et de débat de la 7ème chaîne. L'équipe de l'info, c'est l'émission qu'il vous faut pour bien comprendre l'info. Pour m'accompagner dans nos débats, voici l'équipe du jour, Ernestine et Marc. Bonjour à vous deux, comment ça va ? Salut Gabriel et bonjour à toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien en tout cas et on va parler de beaucoup de choses, donc soyez à l'écoute. Bonsoir, ça va. Super. Dans le sommaire de notre émission cette semaine, on reviendra dans la première partie consacrée aux infos sur la réforme Taubira et la fronde des avocats. En second sujet d'actualité du jour, on parlera de la polémique sur le diesel et le rapport de Beaune, avant bien sûr d'entamer la COP21 qui aura lieu à Paris. Et en second sujet d'actualité, on reviendra sur la polémique sur le diesel et les annonces de Ségolène Royal, puis en troisième sujet d'actualité, le rapport de Beaune avant le grand sommet de la COP21 qui aura lieu à Paris. En seconde partie, le traditionnel débat de la 7ème chaîne. Nous fêtons les 70 ans des ordonnances de 1945 qui ont instauré la sécurité sociale. Nous reviendrons sur cette question en se posant la question de savoir s'il faut réformer ce système ou pas, et notamment après le discours de François Hollande sur ce thème. Et bien sûr, dans la troisième et dernière partie de notre émission, les traditionnels coups de cœur et coups de gueule des chroniqueurs et la chronique littéraire de Marc. A tout de suite dans l'équipe de l'info pour la suite. La première partie de l'équipe de l'info, les infos de la 7ème chaîne. De retour dans l'équipe de l'info pour la première partie de notre émission, les infos. En premier sujet, on parlera de la réforme de la justice. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a renoncé à prélever les caisses générées par les avocats pour financer le budget de l'aide juridictionnelle, une mesure qui était exigée par les avocats. Ce que nous avons acté au terme de près d'1h30 de réunion, c'est que nous puissions avoir une discussion avec le Sénat pour présenter un amendement qui supprime cette disposition, a déclaré la ministre de la Justice à l'issue d'une réunion avec les représentants des avocats, la première depuis le début de la grève. Un amendement sera donc déposé au Sénat en ce sens. Les prélèvements de 5 millions d'euros en 2016 et de 10 millions en 2017 sur les CARPA sont annulés. Le budget de l'aide juridictionnelle qui permet aux plus démunis d'accéder au service d'un avocat seront ramenés à 400 millions en 2016 contre 405 prévus dans le projet de réforme. Vent debout contre le projet, les avocats étaient en grève depuis une semaine. La semaine dernière, leur mobilisation à Lille s'est soldée par une intervention des forces de l'ordre au palais de justice qui était une première depuis le début du mouvement. Christiane Taubira avait aussi annoncé qu'elle propose cette réforme parce que des rapports disent que depuis une quinzaine d'années, le système est à bout de souffle et qu'il allait s'effondrer. Elle dit qu'il y a un risque de précarisation de la profession. C'est comme ça qu'elle avait justifié cette réforme. Les avocats, lui, reprochaient à la ministre de vouloir faire augmenter le budget par un prélèvement de 5 millions d'euros en 2016 et de 10 millions en 2017. Alors, selon vous, est-ce que la ministre a-t-elle eu raison de reculer par rapport à son projet initial et la fronde des avocats ? Et deuxième question, on va faire les deux en même temps. Comprenez-vous la gronde des avocats aujourd'hui sur ce thème-là ? Et est-ce qu'elle vous paraît légitime ? Marc, pour commencer. Alors, est-ce qu'elle a eu raison de reculer ? Difficile à dire, je ne suis pas politique, mais en même temps, quand on se retrouve confronté à une fronde assez forte, il faut bien sortir d'une impasse. Donc, il faut trouver une solution. Si tu permets, je vais juste remonter un petit peu en arrière sur qu'est-ce que c'est que l'aide juridictionnelle. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place en 1972, révisé en 1991. Dont tu le disais, le principe, c'est de permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens d'avoir un avocat qui va pouvoir les accompagner dans leur défense, en fait, quand ils sont soit en garde à vue, soit dans les procès. Donc il y a un seuil minimal de revenus pour pouvoir avoir droit, être éligible à l'aide juridictionnelle, donc qui est actuellement de 941 € par mois pour une personne seule, et une des pistes de la réforme, c'est d'élever ce seuil à 1 000 €. Et Christiane Taubira indique que par ce biais-là, elle permettrait à 100 000 personnes supplémentaires de rentrer dans l'éligibilité au dispositif d'aide juridictionnelle. Je crois quelque part
que l'état des lieux que fait Christiane Taubira est justifié. Elle a un mérite, en tous les cas, c'est de dire que le système tel qu'il était actuellement, il arrivait un peu à bout de souffle et elle a osé proposer une réforme. Après, est-ce que ce qu'elle a proposé était la bonne solution? Sans doute pas, parce qu'autrement, il n'y aurait pas eu la fronde. Mais en tous les cas, reconnaissons-lui le mérite d'avoir osé traiter un sujet délicat, puisque depuis 1991, il n'y a pas eu de réforme de l'aide juridictionnelle. En revanche, sur la méthode, on ne va pas lui donner un satisfecit. Parce que finalement, elle propose quelque chose, elle recule une deuxième fois. Et aujourd'hui, je ne sais pas exactement où on en est. On sait qu'il faut rénover l'aide juridictionnelle. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que l'État puisse mettre à disposition le recours à un avocat pour quelqu'un qui en a besoin, mais qui n'a pas les moyens de le payer. En revanche, ces avocats-là, ils ne peuvent pas uniquement faire du bénévolat. Le système de rémunération des avocats est assez compliqué par un système d'unité de valeur. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail, mais je ne pense pas. Mais en fonction des circonstances ou des faits pour lesquels les avocats vont être amenés à intervenir, ils vont avoir plus ou moins d'unités de valeur. Le prix des unités de valeur, elle propose de l'augmenter, mais sauf que dans certains départements, notamment la Seine-Saint-Denis, département pauvre dans lequel beaucoup de gens ont recours à l'aide juridictionnelle, il y avait déjà une survalorisation des unités de valeur, puisque certains avocats quasiment ne vivent que de ça. Et là, avec la réforme, il semblerait que ces avocats-là seraient amenés à être moins rémunérés. Il faut aussi sortir de l'idée que tous les avocats sont des ténors du barreau qu'on voit à la télé et qui gagnent beaucoup leur vie. Ernestine. Oui, pour compléter. Pour compléter effectivement ce que tu viens de dire. Donc, en gros, le credo, je ne sais plus qui l'a dit exactement, c'est en fait, c'est d'après la réforme actuelle, c'est de finalement payer plus en fait pour faire tourner un peu l'aide juridictionnelle, finalement pour être moins payé. Et donc, ce que les avocats dénoncent en fait, c'est la révision en fait à la baisse de leur barème de rémunération et du coup, selon justement Florian Bord, qui est président du syndicat des avocats de France, il dit qu'on ne va pas lâcher et que le mouvement risque même de surdurcir parce qu'ils sentent que ce recul n'est pas assez. Donc, du coup, il faut voir... il faut essayer de les entendre, de les comprendre un petit peu quelque part leur désespoir pour que tout le monde soit gagnant à la fois du côté de ceux qui n'ont pas les moyens de payer un avocat et du côté aussi des avocats pour qu'ils puissent gagner tout simplement leur vie. Tout à fait. Pour revenir sur ce que tu disais sur la méthode de Taubira, à mon avis, et souvent dans ce genre de réforme, elle sait toujours qu'il y aura une fronde. À mon avis, elle a voulu, comme tous les ministres, faire le maximum pour savoir qu'après, pour pouvoir obtenir un minimum, souvent c'est le cas. Et dans les négociations, ensuite, parce qu'en fait, quand tu regardes les négociations, elle a réussi à plutôt avoir ce qu'elle voulait en baissant un petit peu la rémunération, en l'augmentant légèrement sur des ajustements. Donc peut-être qu'en fait, elle avait déjà prévu ça à la base en se disant je vais aller au maximum pour obtenir un peu moins après. C'est possible, je sais pas, mais souvent ça se passe comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que politiquement, Christiane Taubira, c'est une des stars du gouvernement. En tous les cas, côté de la gauche, parce que côté de la droite, ils sont pas du tout en adhésion avec sa politique pénitentiaire. Mais là, j'ai l'impression que c'est une des premières fois où elle a vraiment des accros. Parce que, en tous les cas, même du côté de la gauche. Oui et non, parce que c'est vrai que là, par rapport à... Oui, on dit que c'est la star de la gauche parce que c'est un peu dans l'esprit des gens la plus à gauche. On dit aussi que c'est un peu la caution du gouvernement, la caution à gauche. Ça disons que c'est celle qui a fait les réformes les plus à gauche, on va dire, et qui a pas cédé sur le mariage homosexuel, même si là aussi il y a eu des ajustements, parce qu'à la base il y avait la GPA qui devait mettre... Là, à mon avis, sa loi va aussi passer, donc elle a pas vraiment reculé, parce qu'il y aura une réforme, mais avec des ajustements. Alors qu'il y a certaines réformes qui ont été abandonnées par ce gouvernement. Oui, puis on peut dire que malgré les difficultés, elle reste quand même attachée à des valeurs de gauche en disant l'aide juridictionnelle, il faut l'élargir à plus de personnes et c'est quand même quelque chose d'important. D'autres, avec d'autres positions idéologiques, pourraient dire arrêtons l'aide juridictionnelle, le budget de l'État il ne va pas bien, il faut couper dans toutes les dépenses. C'est pas sa politique.
Ernestine. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec vous par rapport à l'aide juridictionnelle. Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est vrai que c'est une des. Christiane Taubira est quand même une des femmes qui a fait les réformes les plus à gauche actuellement. Oui. Et c'est vrai que, voilà, elle essaie de faire des concessions pour que, voilà, tout le monde s'en sorte. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour qu'il y ait un rapport gagnant-gagnant entre les avocats et les citoyens. Et donc, oui, il faut voir ce que ça va donner la suite, finalement, de cette actu. Merci. On passe tout de suite au deuxième sujet d'actualité du jour, la polémique sur le diesel et Ségolène Royal. Donc, la ministre de l'écologie n'a pas apprécié la décision annoncée mercredi par la Commission européenne sur les émissions polluantes des véhicules diesel. Ségolène Royal estime les nouvelles règles incompréhensibles, selon ses termes. Les écologistes et les associations ne sont pas les seuls à juger malvenue l'annonce faite mercredi par la Commission européenne sur les moteurs diesel polluants. Ségolène Royal le conteste donc également. Bruxelles a en effet présenté de nouvelles règles qui ressemblent à un recul. Des tests en conditions réelles vont être imposés aux constructeurs, mais une importante tolérance sera accordée, si bien que les voitures pourront émettre 2,1 fois le niveau d'oxyde d'azote toxique autorisé par les normes. Pour la ministre de l'écologie, cette concession faite aux constructeurs est inacceptable. Il faut revoir la copie, a-t-elle confié à un journal français. Ségolène Royal regrette aussi des décisions techniques qui ont échappé à la vigilance des politiques. Je la cite, « La Commission ne s'est pas expliquée sur sa décision, on ne peut pas agir de cette façon-là, c'est le problème lorsque les techniciens prennent le pas sur les politiques. J'ai demandé comment une décision comme celle-là pouvait passer en réunion des ministres européens ou au Parlement. Il faut qu'il y ait un débat politique, tranche la ministre. La Commission, elle, dit que c'est une amélioration par rapport à ce qui se faisait, mais c'est incompréhensible, c'est mauvais pour l'Europe. On ne peut pas rester dans une situation où personne ne comprend plus rien et où ce qui est fait est interprété comme allant à rebours des avancées. » Une longue citation de la ministre pour expliquer et justifier son coup de gueule. Donc, première question, c'est vrai que êtes-vous d'accord avec Ségolène Royal quand elle trouve cette décision incompréhensible, surtout au vu de l'actualité récente et les problèmes de Volkswagen ? Donc trouvez-vous ça absurde et Ségolène Royal a-t-elle raison de s'offusquer de cela et peut-elle faire quelque chose pour qu'en France cela ne soit pas le cas? Ernestine? Alors, effectivement, je la rejoins. Peut-être faire le lien tout de suite avec Volkswagen, hein, pour ceux qui ne connaissent pas effectivement l'actualité. Donc, en fait, il y a eu un gros scandale justement par rapport à cette marque d'automobile. La raison est simple, c'est qu'il y a des tests qui ont été truqués, du coup, hein, des logiciels dans les voitures qui faisaient que les tests étaient truqués, donc du fait qu'ils ont un petit peu triché au niveau du rejet des émissions de CO2. Et même pas plus tard que ce matin, les US en rajoutent justement, hein, quand je dis les US, c'est les États-Unis, ont encore rajouté et incriminé encore une fois Volkswagen par rapport à ce problème-là. Et du coup, la décision de la Commission européenne, malheureusement, pourrait finalement donner un certain avantage à Volkswagen quelquefois, finalement, en donnant une certaine impunité finalement, alors qu'ils ont triché et c'est pas vraiment le moment. Il y a la COP21 qui arrive et malheureusement ça donne une mauvaise atmosphère par rapport à justement à cette conférence qui arrive maintenant dans 3 semaines. Marc? Alors il y a effectivement un télescopage dans l'actualité de plusieurs choses, le scandale Volkswagen, la décision de la Commission européenne. Peut-être. Il y a les déclarations de Ségolène Royal. Alors, pour rebondir sur ta première question, est-ce qu'elle a eu raison ? Alors, je vais prendre une citation ou une remarque que faisait Noël Mamère en disant « C'est impossible qu'elle n'ait pas été au courant ou que son cabinet n'ait pas été au courant de cette décision, puisqu'elle dit en gros la Commission européenne a décidé sans qu'on soit consulté, sans qu'on soit au courant, sauf qu'il apparaît, j'en ai pas la certitude, qu'il y a forcément un représentant de la France dans les débats, dans les commissions, qui à un moment donné fait valider ses décisions au niveau d'un ministère. Donc là, on peut peut-être se dire qu'il y a un peu une virevolte, un exercice de com et un peu de mauvaise foi. Mais après, c'est peut-être logique, c'est pas forcément très respectable. Elle avait préparé son coup en disant qu'elle savait que ça allait arriver et qu'elle était contre, du coup elle a fait la déclaration. Mais à ce moment-là, si on est vraiment contre, on laisse pas voter ça en Commission européenne. Et on fait du lobbying en amont, me semble-t-il. En tant que ministre, elle ne peut pas trop
peser sur les décisions de la commission parce que c'est Mais dans la commission, il y a quand même des représentants de la France. Donc, certes, mais peut-être que les représentants de la France étaient pour. je pense que là, c'est un peu dit. C'est pas la première fois que Ségolène Royal fait des sorties qui peuvent potentiellement être un peu plus de la com qu'autre chose et qui peuvent être discutables. Disons que ce qu'on peut lui reprocher, c'est surtout le fait qu'elle dise qu'elle n'était pas au courant. Elle aurait très bien pu dire voilà, c'est une décision de la commission, la France ne c'est bien ce que je disais, Gabriel. Ouais. Elle fait preuve de mauvaise foi quand elle dit qu'a priori elle n'était pas au courant. Donc c'est dommage parce que ça met une suspicion sur ce qu'elle dit, alors que sur le fond, je suis plutôt d'accord avec elle, c'est pas bon. Mais si on fait une analyse de l'actualité, il me semble que là on peut quand même la tacler un peu. En parallèle, il y a quelques semaines, il y a eu parce que sur le diesel, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, elle dit des choses et puis parfois un peu son contraire. Donc il y a quelques jours, elle a proposé un projet pour augmenter la taxe sur le diesel tout en diminuant la taxe sur l'essence pour essayer de diminuer. Par ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parle du diesel ? Parce qu'il est avéré avec tout un tas d'études scientifiques que c'est un produit cancérigène et que donc en termes de santé publique, c'est pas très acceptable. D'un autre côté, encore plus récemment, Ségolène Royal qui là nous dit il ne faut pas que la Commission européenne élève les seuils acceptables d'émissions de gaz de moteur diesel. D'un autre côté, quand il y a une alerte pollution à Paris, elle refuse de mettre en place la circulation alternée. Ouais, c'est étrange. Exactement. Ouais. Non, je suis totalement d'accord et c'est vrai, là apparemment ça s'est arrangé pour oui, ce que j'allais dire, avec Hidalgo, ils ont trouvé un accord ouais, parce pour que c'est vrai, ils n'étaient pas très contents, hein, je pense, Anne et Jean-Paul. Ouais. Mais c'est vrai que là-dessus, Royal, elle a souvent l'art de dire un truc et son contraire. Faut qu'elle essaye justement de maîtriser sa com et faire attention justement un petit peu sur le long terme, notamment. Et là-dessus, tu vas ajouter quelque chose peut-être ? Non, justement, il a à peu près tout dit. Hein, et c'est vrai que c'est vrai que sur le fond, il y a pas photo. Hein, je suis d'accord, mais attention, effectivement, la façon, de le dire. Par ailleurs, Ségolène Royal, dans des déclarations, dit qu'elle est contre l'interdiction du diesel. Là, pour le coup, elle rejoint des préoccupations industrielles, hein, parce que des choses comme ça. Mais c'est sans doute pas simple d'avoir une idée des valeurs et d'arriver politiquement à les mettre en place jusqu'au bout. On aurait les mêmes exemples sur la fermeture des centrales nucléaires les plus anciennes. D'un côté, on annonce dans des programmes qui nous permettent de nous faire élire qu'on va les arrêter, et puis ensuite, de manière peut-être pragmatique, on se dit qu'on les arrêtera pas, ou en tous les cas pas tout de suite. Alors que là, d'autres ailleurs, en Allemagne par exemple, ont pris des décisions plus fermes. À nuancer en Allemagne, parce qu'aujourd'hui il y a des problèmes d'électricité. Oui, parce que forcément, si on n'est plus approvisionné par le nucléaire, on peut avoir des pénuries. Mais là, ce que je pointe, c'est l'incohérence de promesses électorales, quand d'un côté on dit on va faire et de l'autre côté on ne le fait pas. C'était la promesse électorale de fermer une seule centrale nucléaire de Fessenheim avant la fin du quinquennat. Pour l'instant, c'est pas fait, même si soi-disant ça sera fait juste la dernière année, on verra. Affaire à suivre, comme on dit. Voilà. Mais on peut être en mesure de croire que ça sera pas fait. Et donc aussi, affaire à suivre dans ce dossier-là sur le diesel, on va voir comment les choses évoluent sur ce dossier. Allez, on passe au troisième sujet d'actualité du jour. C'est un sujet sur le climat. Pour préparer la COP21 dans l'émission, on va nous aussi la préparer comme à Bonn. Donc c'est la dernière ligne droite avant la COP21, la conférence internationale sur le climat qui se tiendra fin novembre et début décembre 2015 à Paris. Les délégations venues du monde entier se sont réunies à Bonn en Allemagne. C'était jusqu'au 24 octobre pour une dernière semaine de négociations. C'était 5 jours qui doivent être utilisés au mieux. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, disait encore la semaine dernière inquiet des lenteurs dans le processus de négociation. Mais les délégations ont un nouveau document sur lequel travailler. Certaines associations se sont, elles, félicitées du nouveau texte, qui est désormais long de 20 pages. L'accord attendu à Paris commence à prendre forme, ont-ils jugé. D'autres ont surtout pointé de gros manques, rien sur le financement des pays en développement pour les aider à baisser leurs émissions en carbone, et rien sur les politiques énergétiques. Environ 150 pays ont annoncé leurs objectifs nationaux pour réduire ou limiter les gaz à effet de serre d'ici à 15 ans. Et on est à un peu moins de 3 degrés de hausse de température, loin des 2 degrés qui étaient annoncés il y a quelques semaines pour la conférence sur le climat. Les représentants des 195 pays ont approuvé le 23 octobre à Bonn en Allemagne
un texte de négociation qui doit déboucher sur un accord mondial et ambitieux pour contenir le réchauffement climatique. La conférence sur le climat, je rappelle qu'elle doit s'ouvrir le 30 novembre en présence des chefs d'État invités à venir donner une impulsion politique à ces décisions. Et les négociateurs se pencheront ensuite sur le texte avant de passer la main au ministre la dernière semaine. Alors on peut se poser comme question sur cela, est-ce que cette conférence de Bonn, la dernière avant la COP21, a montré des choses intéressantes en préparation de ce dossier, ou est-ce que ça reste très insuffisant, et notamment sur des choses qui avaient été annoncées comme les 2 degrés qui passeraient à 3,5 ? Alors sur le processus, donc effectivement, il y avait la conférence de Bonn, il y aura aussi une pré-COP du 8 au 10 novembre qui sera... Donc il y a encore une étape. Il y a actuellement François Hollande qui est en visite en Chine pour essayer d'avoir des avancées. Les négociations continuent, mais cette COP21, donc, où la France est représentée depuis plusieurs années par Laurence Toubiana, qui est l'ambassadrice en charge des négociations sur le climat, puisque ça fait longtemps que la COP21 se prépare, depuis la dernière conférence de ce genre-là. Donc juste une petite précision par rapport à ce que tu disais, Gabriel. En fait, les 20 pages, c'était le document au départ de la réunion de Bonn, et à l'issue, donc, ils ont sorti un document de 50 pages qui est disponible sur Internet, qui est le document de référence qui devra être discuté et amendé pendant la COP21. Sachant que quand on le lit, il est disponible qu'en anglais pour l'instant, mais sur plusieurs des sujets, on voit plusieurs options qui sont proposées, et la COP21, bien sûr, devra choisir certaines des options. Donc ça, c'est un gros travail, parce que en fait, on va médiatiser essentiellement la COP21, mais je pense 95 ou 98% des choses sont décidées en amont. C'est bien pour ça qu'il y a le voyage de François Hollande que j'évoquais là. Et puis il y en a d'autres, et puis il y a d'autres ministres qui sont en charge de ça. Donc tout ça se prépare. Surtout qu'il ne peut pas rater son coup sur ce sujet très important de l'écologie, notamment pour plein de raisons, pour le réchauffement déjà et la politique intérieure également, notamment dans les accords avec les Verts, les accords électoraux. Donc tout ça, c'est assez important. Oui, donc pour ajouter effectivement à ce que tu viens de dire, les médias vont aussi justement s'emparer de cet événement, et vont un peu le juger justement sur est-ce que c'est réussi ou pas. Et c'est vrai que beaucoup se posent la question, est-ce qu'il y a un risque d'échec, et ça il faut pas non plus le nier. Et pour revenir sur Bonn, il est vrai que dans les critiques en fait du texte, qui est plutôt dans l'ensemble une bonne nouvelle pour l'avancée des négociations et des débats, justement pour arriver à un accord justement contraignant et qui fait qu'on ne dépasse pas les 2 degrés. Il y a quand même un manque de visibilité que les délégués ont remarqué justement, et justement ils sont un peu insatisfaits de ça. Donc voilà, comme quoi il y a encore du boulot, il y a encore 3 semaines effectivement pour préparer tout ça, et puis il faut pas oublier la COP21. Et dernière chose, il y aura de toute façon un village associatif avec plein d'autres partenaires, donc je pense qu'il y aura après moyen de pouvoir participer à notre manière à la COP21. Marc, juste pour compléter, ce qui est intéressant dans la conférence de Bonn par rapport à ce qui aura lieu à Paris, c'est-à-dire qu'à Paris, ça sera les représentants des gouvernements, ça sera du plus haut niveau, alors qu'à Bonn, il y avait également des actes de lobbying. En fait, il y avait 1300 personnes qui ont participé pendant les 5 jours, notamment des ONG. Et c'était assez intéressant. Enfin, j'ai vu des ONG de femmes africaines, par exemple, qui expliquaient qu'elles avaient un rôle, enfin que les femmes en général, et en particulier dans les pays en voie de développement, avaient un rôle important, on le sait régulièrement, sur l'éducation, sur toutes ces choses-là, et sur le climat aussi. Donc c'était la dernière possibilité pour les ONG de faire valoir leur point de vue pour pouvoir faire évoluer ce texte qui va plus beaucoup évoluer. Maintenant, la trame, elle est fixée, et c'est là-dessus que vont porter les discussions en dernier ressort pendant la COP21. Et ça, c'est intéressant justement que les associations écologistes et autres puissent donner leur point de vue avant. Et justement, ça amène une deuxième question là-dessus, c'est est-ce que c'est aujourd'hui la dernière chance, entre guillemets, pour essayer que les pays se mettent à bouger et fassent attention au climat? Est-ce que c'est vraiment la dernière chance, ou il y aura des difficultés avec aussi des pays émergents qui
de leur point de vue, en fait, se disent pourquoi nous, on devrait faire des efforts que vous n'avez pas fait pendant des années. Donc ça va être... Il va falloir jongler entre les deux et trouver un accord qui soit à la fois un compromis qui arrange tout le monde, mais aussi, surtout pour l'environnement. C'est ça le plus important. Une des grosses problématiques, c'est le financement, en fait, parce que sur les solutions apportées, tout le monde est à peu près d'accord, plus ou moins, après selon le fait qu'on veuille ou pas mettre de contraintes. Après, je crois que le constat par rapport à... Parce qu'à chaque conférence de cette forme-là, on se dit que c'est la dernière chance, on se dit qu'il faut une hausse maximale de 1 degré, de 2 degrés, de 3 degrés, de 4 degrés. Je pense que le constat est à peu près partagé, qu'il y a un vrai souci, qu'il y a un vrai réchauffement. J'ai vu il n'y a pas longtemps un film avec un glaciologue français qui explique que les glaciers reculent et toutes ces choses-là. Donc il y a un vrai effet de l'homme sur le climat. C'est pas la première fois, hein. Gabriel, en tant qu'historien, tu sais sans doute mieux que nous, il y a eu des périodes de réchauffement, de glaciation, enfin tout ça c'est le fil de l'histoire. Mais là ça s'accélère de manière exponentielle. Voilà, c'est ce qu'il expliquait. De fait que l'homme a une influence sur l'environnement qui fait que ça accélère beaucoup plus vite que ce qui se passait Tout à fait. avant. Et puis, tu avais ces périodes de réchauffement qui étaient... La population mondiale et la démographie a explosé aussi, donc il y a plein de choses. Donc, quant à savoir si c'est la dernière chance, je pense que si on veut aboutir, il vaut mieux croire qu'effectivement c'est la dernière chance. Et non pas se dire qu'on est dans une civilisation de progrès et qu'on trouvera toujours une alternative. Ça, généralement, le problème, c'est moins. que si à chaque fois on repousse le problème, au bout d'un moment, ça va devenir problématique. Ça fait plus de 20 ans qu'on est dans ces mêmes problématiques depuis Rio et d'autres conférences. Non, c'est ça, tout simplement. À un moment donné, il faut un peu se mettre la pression pour que les choses se fassent. Et lors de la clôture de la conférence de Bonn, il y a un représentant du Mexique qui est intervenu au même moment où il y avait un cyclone d'une puissance qu'ils n'avaient jamais vue sur les côtes mexicaines. Et il a eu un témoignage très émouvant en disant aux gens: maintenant il faut y aller, c'est vraiment une de nos dernières chances. Et apparemment le message émouvant de ce représentant mexicain a plutôt eu tendance à être entendu. Mais après, que vont faire les grands pays ? Comme on dit souvent, l'homme est capable dans les situations les plus difficiles de s'adapter, mais il faudrait bien que ça soit dans des conditions moins difficiles et pas attendre le dernier moment, parce que là ça va devenir irréversible. Juste une chose, un coup de gueule, j'avais vu un sondage qui disait que est-ce que les Français se sentaient concernés par le réchauffement, et en majorité c'était plutôt négatif. Donc ça, je veux dire, penser aux générations futures, parce que certes vous êtes concernés, mais si on veut que la planète dans les années qui viennent continue à prospérer, il faut aussi penser à ça. C'est sûr que je pense que quand on habite au Bangladesh, on est plus directement conscient du réchauffement que quand on habite en France. Merci à vous, c'est la fin de notre première partie sur l'actualité importante du moment, mais on se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission. A tout de suite. La seconde partie de l'équipe de l'info, le débat de la 7ème chaîne. De retour pour la seconde partie de notre émission, le débat. Cette semaine, un débat qui va nous intéresser sur l'anniversaire de la sécurité sociale. Le 4 octobre dernier, la sécurité sociale fêtait ses 70 ans. Dire que nous assistions à la fin d'un modèle socialisé au profit d'un système privatisé livré à des assureurs est une erreur ou pas ? C'est la question qu'on va se poser. Donc nous fêtons, comme je l'ai dit, les 70 ans des ordonnances de 1945 qui ont instauré la sécurité sociale. Cet anniversaire, c'est aussi celui de la renaissance de la République, car l'instauration de la sécurité sociale, au-delà de la création des nouveaux droits sociaux, c'était également l'affirmation des valeurs de la solidarité, de fraternité, de démocratie, des valeurs républicaines qui ont toujours été au cœur du projet mutualiste. Ça, c'était mon côté historien. Comme toujours, lors des grandes célébrations, surgissent les sceptiques et les prophètes, ceux qui annoncent la mort de la sécurité sociale, son incapacité à protéger nos concitoyens, sa privatisation rampante au nom d'une certaine nostalgie, et au son de la ritournelle bien connue de « C'était mieux avant ». Ce 70e anniversaire devrait plutôt nous conduire à établir les bons constats pour engager les réformes qui s'imposent et concerneront nécessairement tous les acteurs de la protection sociale, l'assurance maladie en premier lieu, mais aussi les mutuelles. Dire que l'on est moins bien protégé aujourd'hui qu'hier, comme on l'entend souvent, est-ce que c'est aussi une contre-vérité ou pas ? On va se le poser. Et est-ce qu'on peut dire que nous assistons à la fin d'un modèle de sociabilité au profit d'un système privatisé livré à des assureurs ? Est-ce que c'est aussi une erreur d'analyse ou pas ? C'est souvent les deux cas qu'on a. On a ceux qui disent qu'aujourd'hui on va vers une privatisation et ceux qui disent l'inverse.
Alors, selon vous, on va commencer tout de suite avec la première question, c'est est-ce que selon vous, aujourd'hui, on doit réformer ce système de sécurité sociale tel qu'il est ou pas? Alors, C'est vaste comme question. C'est ouais, très très vaste, sachant que oui, il faut profiter aussi de ces 70 ans, hein, et c'est vrai que c'est déjà énorme, hein, 70 ans de sécurité sociale à laquelle tout le monde cotise, tout le monde participe pour permettre tout simplement d'avoir une bonne santé. Hein. C'est la première des choses. Hein. C'est vrai qu'il faut encore le rappeler, la santé c'est plus important que autre chose, que le reste. Oui, je pense qu'il faudrait éventuellement réformer après sur certains points où justement où là la sécurité sociale a des limites. D'abord, notamment, il y a encore au niveau c'est vrai qu'il y a des abus au niveau des arrêts maladie, des choses comme ça où c'est un peu où justement où la sécurité sociale perd de l'argent. Donc voilà, ça c'est quelque chose peut-être à laquelle il faudrait réfléchir, mais encore une fois. Sans que ça puisse pénaliser tout le monde. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi le problème justement de renoncement aux soins. La plupart des gens, justement, on va en reparler un peu plus, hein, c'est une des limites. Donc pareil, comment faire pour permettre aux gens de pouvoir se soigner correctement. Justement, c'est le tiers payant. C'est là qu'il y a Juste une précision là-dessus, par exemple, selon le CSA, 29% des personnes qui étaient interrogées ont renoncé aux soins au cours de l'année écoulée, essentiellement dans le secteur optique et dentaire. Donc ça rejoint exactement ce que tu disais. Oui, parce qu'effectivement, lorsque la plupart justement parce que les lunettes et les dents ça coûte cher. Donc si t'as pas l'argent en fait pour prendre une mutuelle complémentaire et suffisamment puissante, c'est un mot assez fantastique, mais suffisamment importante pour pouvoir avoir des lunettes moins chères ou pouvoir faire réparer des dents, c'est sûr qu'à la fin ça fait cher la facture. Donc voilà, mais après une fois de plus, ça me permet justement d'inverser, parce qu'il y a bientôt en 2016 la mutuelle d'entreprise collective qui va être obligatoire pour tout le monde. Donc voilà, ça commence justement à se mettre en place, et voilà, j'invite vraiment aussi toutes les entreprises à informer assez rapidement les salariés, parce que si les salariés décident de prendre la mutuelle justement de l'entreprise, hein, qui est assez avantageuse, puisque si jamais tu perds ton boulot, tu gardes ta mutuelle, au moins on puisse résilier assez rapidement si besoin est. Marc, sur cette question? La question, c'est est-ce que la Sécu doit se réformer? Oui, sans doute, mais depuis 70 ans, elle s'est réformée plusieurs fois. Il y a eu des avancées. Oui. Il y a eu, si on est sur l'aspect médical, la création de la CMU, couverture médicale universelle. Il y a eu pour le financement de la sécurité sociale, la CSG, il y a 25 ans. Après, la grande question, c'est est-ce qu'on veut continuer à vivre sur un système collectif, donc la sécurité sociale où chacun cotise et quand on en a besoin, on en bénéficie, ou est-ce qu'on veut aller sur un système plus individualiste comme d'autres sociétés, où là, pour le coup, ceux qui ont les moyens, ça va bien, même si ça leur coûte beaucoup plus cher qu'avec la sécurité sociale, et ceux qui n'ont pas les moyens, on les laisse sur le bord de la route. Alors, aujourd'hui en France, on est, me semble-t-il, pas sur ce système-là, même si certains aimeraient y aller, puisque le fait d'avoir, par exemple, la CMU, c'est bien l'idée qu'il faut aider ceux qui en ont le plus besoin. On rejoint un peu le premier sujet d'actualité tout à l'heure sur l'aide juridictionnelle. À un moment donné, exactement. Quand on peut pas payer, mais que l'État supplée, alors là, c'est pas l'État, c'est la sécurité sociale, par le biais des cotisations des différentes personnes. Juste une précision que j'aborde sur les 29% tout à l'heure qui ne peuvent pas se soigner. Bien sûr, on remarque que ce phénomène touche certaines catégories plus que d'autres, au premier rang desquelles les jeunes en situation précaire, les chômeurs de longue durée et les retraités, qui sont les populations qui ont le plus de mal à accéder à une mutuelle, parce que difficultés financières, les jeunes par exemple peuvent pas forcément avec leurs études avoir l'argent nécessaire, les retraités ils ont souvent des petites retraites, et les chômeurs de longue durée des aides qui ne sont pas assez suffisantes pour ça. Pour les réformes qu'il y a eu, puisque la sécurité sociale, on en parle souvent à travers du trou de la sécu, donc les problèmes budgétaires. Alors quand on regarde dans le détail, c'est pas toutes les branches qui sont déficitaires, et puis il y a des évolutions sur la branche allocation familiale. Il y a eu, il y a pas si longtemps que ça, des modulations qui font que pour ceux qui ont beaucoup de revenus, leurs allocations familiales sont moins importantes. Alors certains, notamment à droite, défenseurs des valeurs familiales, disent que c'est
pas une bonne mesure, puisqu'ils estiment qu'il faut que tout le monde ait des allocations familiales au même niveau en fonction du nombre d'enfants. On peut quand même penser, ou en tous les cas je pense, qu'en fonction de ses revenus, certes c'est très bien qu'il y ait une aide de la collectivité nationale, mais ceux qui gagnent 20, 30 ou 40 000 euros par mois, je suis pas sûr qu'ils aient autant besoin d'avoir, s'ils ont 3 enfants, je sais pas du tout le montant des allocations familiales, mais que ce soit pondéré en fonction de on est au RMI ou on est milliardaire, ça me paraît une mesure juste. Ernestine. Ouais, pour continuer un petit peu dans cet aspect des réformes, il y a, donc, comme je le disais, il y a le tiers payant qui est en train justement de se mettre en place et qui est très important, qui fait polémique justement parce que les médecins, voilà, au niveau, il y a pour des raisons techniques, pour des raisons aussi de rémunération aussi, parce que voilà, ça risque de les embêter. Après, moi, du côté de justement de simples personnes qui a besoin d'aller chez le médecin, c'est vrai que ça peut être un gros coup de pouce, hein, surtout quand on est parfois quand on n'est pas bien. Il faut pas oublier qu'il y a des régions aussi qui ont mis en place un chèque mutuel justement pour permettre aux jeunes justement d'avoir une mutuelle étudiante. Je pense notamment en Île-de-France avec voilà, j'en dirai pas plus parce que je crois que on va même couper ça parce que il y a la campagne et j'ai pas envie de me faire défoncer, donc voilà. Non, mais c'est vrai que les gens peuvent s'intéresser à ce sujet dans les programmes des candidats, voilà, tout simplement, sur cette question-là. Et au pire des cas, il y a toujours l'aide à la complémentaire santé qui est de 200 €. Pareil, là, pour le coup, c'est en fonction de ses propres ressources, notamment. Et il y a une dernière mesure qui va arriver en 2016, c'est justement la fusion de la prime, en fait, de la PPE et du RSA. En fait, c'est de la prime en fait pour l'emploi et du revenu en fait, active. Donc, ça va devenir la prime d'activité. Donc, mise en place le 1er janvier 2016, donc ce qui permettrait à ceux qui encore sont qui touchent juste le SMIC ou légèrement plus de pouvoir bénéficier d'une petite prime en plus. Mais voilà, tout ça rentre un petit peu dans le système de réforme. Enfin, comme quoi la sécurité a besoin, de toute façon, la sécurité sociale a besoin de se réformer au fur et à mesure qu'on avance justement pour répondre aux attentes de la société. Exactement. Tu vas ajouter quelque chose? Sinon, j'ai une question pour toi, mais oui. Le président de la République au congrès de la mutualité à Nice en 2012 puis celui de Nantes en 2015 avait rappelé que les mutuelles étaient un partenaire indispensable de la sécurité sociale et qu'elles devaient évoluer aux côtés d'elles. Je crois que tu as un peu regardé le discours de Hollande sur ce sujet-là et qu'est-ce qu'il a dit précisément? Ou pas, mais qu'est-ce que tu as retenu et est-ce qu'à ton avis ça va dans le bon sens? Pas spécialement parler des mutuelles, mais c'était un discours effectivement le 6 octobre pour les 70 ans de la sécurité sociale, donc un discours avec tout le côté un peu pompeux, je remercie, voilà, un côté historique qui était assez intéressant. Il rebalayait les différentes étapes qu'il y avait eu, un discours un peu politique. Il a fait quelques allusions au projet de Marisol Touraine, par exemple, sur le tiers payant généralisé. Il a parlé d'évolution ou pas? Oui, il a parlé aussi d'une mesure nouvelle qui semble positive. C'est la continuité des droits, notamment quand on change d'employeur. C'est-à-dire qu'ils ont pour projet de mettre en place une carte vitale unique pour toute la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois, il faut la réinitialiser quand on change d'employeur ou change de département. Là, il y aura une continuité, ce qui évite une interruption des droits à certains moments. Donc ça va aussi dans le sens de se dire qu'il y a une continuité. Dans son discours, il a aussi beaucoup insisté sur le projet des mois à venir, sur les comptes pénibilité et alors comment est-ce que ça s'appelle? Je retrouve ça, le compte personnel d'activité qui va fusionner en fait les comptes épargne-temps, les crédits formation et toutes ces choses-là. Donc il semble mettre en avant. Il l'a dit à l'occasion de ce discours, c'est effectivement corrélé à la sécurité sociale, mais c'est plus généralement, ça semble être une mesure phare des derniers mois prévus du quinquennat pour essayer de redorer le blason du côté de l'électorat de gauche. C'est-à-dire que là, il va vraiment faire plusieurs réformes qui parleraient en globalité de la sécurité sociale, mais beaucoup plus global que ça.
Ça passe notamment aussi par, comme tu l'as dit Ernestine, le tiers payant avec les médecins en ce moment. Il y a plusieurs sujets comme ça. Et donc, est-ce que du coup, toi, ça te paraît aller plutôt dans le bon sens, les petites réformes qui vont être faites pour la sécurité sociale, ou il faudrait aller beaucoup plus loin et essayer de réfléchir à quelque chose de beaucoup plus gros pour remédier à ce problème? Aller beaucoup plus loin et tout réformer, c'est faire un Big Bang et passer dans un système C'est où ça, on le n'est problème. plus sur le collectif et on devient sur l'individuel. Ouais. Alors ça va bien quand on en a les moyens. Exactement. Mais si on a une vision globale de la société, si on veut pas que les gens s'appauvrissent, ou alors que par ailleurs, on pourrait imaginer, si on supprime la sécurité sociale et tous les systèmes d'aide mis en place, tu le disais tout à l'heure, il y a déjà certaines catégories de personnes qui hésitent à avoir des soins parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer alors qu'ils vont être remboursés. S'ils étaient même plus amenés à être remboursés, si je me mets dans le scénario du pire, on pourrait avoir un taux de mortalité une espérance de vie qui diminue et tout un tas de pathologies qui augmentent aussi. Donc oui, il faut sans doute faire des réformes, mais comme on l'a fait pour les retraites, après il ne faut pas forcément faire n'importe quoi. Ernestine, malgré tout, dans la sécurité sociale actuelle, est-ce que tu vois des points faibles, entre guillemets, qu'on pourrait améliorer? Alors effectivement, peut-être par rapport aux médicaments, alors après, pas tous les médicaments non plus, on va peut-être rebondir justement, Marc, là-dessus, c'est notamment sur les médicaments génériques, ça faut aller continuer à justement à les mettre plus en avant et justement faire peut-être attention à certains médicaments qui n'auraient peut-être pas dû être déremboursés pour X raisons. Et il y a aussi un autre truc peut-être sur lequel on a fait, je pense qu'il y a eu une erreur, c'est justement il y a une perte de lisibilité justement sur les vignettes, parce que chaque médicament n'est pas forcément remboursé de la telle valeur, et pour certaines mutuelles pour expliquer le truc, c'est que il y a des mutuelles qui ne remboursent pas forcément complètement ne fait pas le complément pour faire 100% de remboursement sur tel ou tel médicament. Encore une fois, tout en retirant évidemment d'espèces de petites cotisations en fait par médicament qu'on donne à la sécurité sociale. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais voilà, donc c'est juste ça, ces petits trucs, mais encore une fois, c'est toujours dans le même esprit. Il faut pouvoir aussi donner accès aux soins à ceux qui en ont besoin. Marc, sur les le point faible de la sécurité sociale actuelle, on pourrait améliorer. Je pense qu'il faut continuer, si on reste sur le domaine des médicaments, à valoriser les génériques, quitte à ne pas rembourser ou moins rembourser les médicaments princeps quand il y a un générique disponible, ce qui peut permettre de faire des économies. De la même manière, les médicaments qui sont remboursés à des taux plus ou moins forts, dont on sait qu'ils n'ont pas de vertu thérapeutique, en tous les cas pas de manière prouvée scientifiquement. Ceux-là aussi, il faut les dérembourser, mais alors ça c'est très compliqué parce qu'on se heurte à des malades qui sont traités avec ces médicaments depuis longtemps et c'est comme pour l'utilisation des génériques d'ailleurs, ils sont habitués à leur pilule d'une certaine manière, d'une certaine boîte. Si on leur donne autre chose, même si c'est l'effet actif à l'intérieur du médicament elle-même, ils vont avoir beaucoup de mal à le prendre. En revanche, je pense que c'est une bonne décision quand on sait qu'un médicament n'apporte rien sur le plan de la santé, si ce n'est éventuellement un effet placebo, à ce moment-là, pour l'effet placebo, mettons un médicament qui soit moins cher. Donc, continuer la piste de déremboursement des médicaments qui ne sont pas utiles, de manière peut-être à faire un vase communicant dans le budget pour rembourser plus des médicaments qui, eux, dont les vertus thérapeutiques sont prouvées. Ainsi, on pourra peut-être faire on fera certainement des gains sur le budget, puisque certaines dépenses seront diminuer, et on pourrait imaginer de réallouer ces sommes à des points qui en ont besoin. Par exemple, mieux rémunérer les médecins. Alors c'est un grand débat, mais la consultation d'un médecin conventionné en secteur 1, quand on regarde, c'est très peu rémunéré par rapport au nombre d'années d'études, ce qui fait qu'un médecin qui reçoit 23 ou 28 euros pour une consultation, pour vivre, parce qu'il a des charges aussi, il va multiplier les consultations
Résultat, il va voir un patient toutes les 5 ou 10 minutes. Alors qu'on sait qu'au-delà de la prescription d'une ordonnance, c'est la relation entre le patient et son médecin qui s'établit qui aussi contribue à la guérison. Et si les médecins sont mieux rémunérés, mais pour qu'ils soient mieux rémunérés, il faut qu'en compensation aussi les gens soient remboursés, je pense que tout le système sera gagnant. Parce qu'ils pourront aussi faire de la prévention, et si le médecin fait de la prévention, ça veut dire qu'à long terme, on peut avoir des diminutions des dépenses de santé. Le problème, c'est que quand on gère un budget, souvent on a une vision à court, moyen terme, mais jamais à long terme. Plutôt que de soigner des cancers du poumon, il vaut mieux essayer de faire de la prévention pour pas qu'il y ait de tabagisme. Voilà, donc sur ce principe-là. Et dernier point peut-être pour conclure, puisque je vois que l'heure tourne, je reviens sur ce que disait en introduction Ernestine par rapport à la fraude à la sécurité sociale qui peut exister. Certes, il faut essayer de faire la chasse à tout ce qui peut être vu comme de la fraude. Tu prenais l'exemple des arrêts de travail de complaisance. Oui, allons-y, continuons. Mais en revanche, attention, c'est pas parce qu'il y a quelques moutons noirs qu'il faut remettre en cause tout le système. Et souvent, certains en profitent en disant il y a de la fraude. On a la même chose sur l'immigration. Il y a des migrants illégaux, donc on arrête toute l'immigration. Non, ne mélangeons pas les choses. Totalement. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin justement sur la sécurité sociale, alors est-ce que nous allons aller vers la reconnaissance de certaines maladies professionnelles, notamment le burn-out, etc. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser maintenant, parce que malheureusement, il y a encore une certaine violence sociale dans l'entreprise. Et donc, il faut profiter aussi du fait qu'on ait fêté ses 70 ans pour peut-être reconnaître plus ou moins certaines choses. Mais ça, c'est à suivre dans le long terme. Merci. C'est la fin de notre débat très intéressant sur la sécurité sociale. Un thème très intéressant et très important en France notamment. Allez, on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie de notre émission. Troisième partie de l'équipe de l'info, la tribune de la 7ème chaîne. De retour pour la troisième et dernière partie de notre émission, La Tribune. C'est le moment libre de l'émission, le moment où les chroniqueurs se lâchent. Une citation, une phrase, un fait, une situation que vous avez aimé ou pas aimé, c'est le moment de le dire. Marc, quelle est ton humeur du jour ? Enjouée, joyeuse, heureuse, triste, énervée, chafouine, offusquée, scandalisée. Eh bien, je vais utiliser deux autres qualificatifs. On va dire que j'ai une humeur religieuse ou spirituelle. Je vais les rajouter alors. Waouh. Vas-y, raconte. Donc, tout ça pour un coup de cœur, pour une série télévisée dont c'était la 3e saison qui s'est terminée il y a quelques jours. 3e et normalement dernière saison, donc d'une série qui s'intitulait Ainsi soit-il, diffusée sur Arte. A priori, une série télévisée dont le sujet est assez austère, puisqu'il s'agit de suivre sur plusieurs années la vie de jeunes étudiants séminaristes qui se destinent à la prêtrise. Donc vous imaginez les costumes, une soutane, une croix, donc autant dire, a priori comme ça quand on lit le scénario, c'est assez austère. On se dit mais comment vont-ils faire pour faire 3, là on est à la fin de la 3e saison, donc 3 fois 8 épisodes de 52 minutes. Et bien pourtant, alors les critiques dès la première saison étaient assez excellentes. La 2e saison, ça s'est confirmé. Les critiques de la 3e saison ont aussi été très bonnes. Les scores d'audience d'Arte étaient proches de leur record pour ce genre de programme. En plus, un programme français, enfin une création française. Et moi, j'avoue que, alors même si je disais en plaisantant que j'avais une humeur religieuse ou spirituelle, c'est des domaines qui a priori me sont assez étrangers. Et pourtant, j'ai beaucoup accroché à la série, à ses personnages. On suit en fait 6 ou 7 jeunes séminaristes, plus des prêtres, plus les gens qui vont les accompagner, leurs tuteurs, leurs formateurs. Et ce qui fait, me semble-t-il, le charme de cette série, c'est qu'elle traite à travers ces personnages tout un tas de sujets de société, de sujets qui intéressent directement l'Église et l'Église catholique. Alors il y a la papauté, il y a le célibat des prêtres,
Il y a les réseaux de pouvoir, avec comment est-ce qu'on devient pape, l'influence de la conférence des évêques de France. Ça traite aussi de sujets plus difficiles, l'homosexualité, la pédophilie, des sujets plus directement spirituels, la foi, l'enseignement du catéchisme, la part des laïcs dans la vie de l'Église. Donc tous ces sujets, à chaque fois, avec des personnages à qui il arrive plein d'aventures. On a un ancien délinquant qui va finir en chaise roulante et qui arrive à s'en sortir par le biais de la foi. On a un jeune homme un peu illuminé qui vient de Bretagne, qui était amoureux d'une jeune fille qui va l'attendre longtemps, mais avec laquelle il finira pas. Et voilà, donc tout un tas d'histoires, ainsi soit-il. Waouh. Alors moi aujourd'hui, ça sera un coup de gueule concernant Philippe Verdier. Donc Philippe Verdier, c'est le monsieur météo de France 2 le soir, avant et après le journal de 20h. Et donc Philippe Verdier va être licencié de France Télévisions. Parce qu'en fait, il a écrit un livre sur sa vie où à l'intérieur, il critique, en fait, il a des thèses qui critiquent le réchauffement climatique. Donc ça, c'est son point de vue. Qu'il partage ou pas, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. Mais je trouve que ce n'est pas une raison pour le licencier, comme a fait France Télévisions, en expliquant qu'il avait donné son avis. À partir du moment, pour moi, où c'est pas un avis qui a été donné à l'antenne, mais dans un livre, entre guillemets, écrit de façon privée, même si c'est un personnage public, il y a des gens à la télé qui disent parfois des propos beaucoup plus graves et qui sont toujours là. Donc c'est un peu incompréhensible, c'est vrai, surtout que France 2 l'a vraiment licencié pour cette raison-là. S'il avait licencié pour une autre raison, peut-être ça serait mieux passé. Mais là, donc, du coup, je trouve que c'est un peu sévère et je ne partage pas du tout cette façon de faire. Voilà. Ernestine, quel est ton numéro du jour ? Alors, toujours plutôt rejoignant Marc pour la partie artistique. Alors, je voulais faire justement la lumière sur un groupe qui vraiment, on va dire, grimpe exponentiellement. Je pense au LEJ, qui est un groupe justement composé de trois mesdames et justement qui vient de Seine-Saint-Denis. Donc voilà, comme quoi nos quartiers, et on le dira jamais assez, il faut mettre en avant, nos quartiers ont des talents. Et LEJ, en fait, ce qu'elles font, c'est des mash-up à partir de justement de chansons super connues, hein, des tubes, hein, notamment Summer 2015 qui est un mash-up de tubes de l'été de cette année. Donc qui est vraiment populaire. C'est comme ça qu'elles ont été popularisées. Et là, en ce moment, je vous invite à écouter notamment une reprise de Seine-Saint-Denis Style, donc de NTM. Et il y a un nouveau mashup qui vient de sortir, justement, c'est un mashup sur le hip-hop, donc c'est très très intéressant parce que il y a différents styles, elles arrivent à adapter ça en faisant un mashup et même à leur façon de faire, et ça c'est ce qui est génial en fait dans leur façon de faire. Et voilà, et après, du coup, deux coups de pub. Le premier, c'est que les LEJ seront aux Energy Music Awards samedi prochain. Donc, une cérémonie pour ceux qui sont fans de musique à ne pas louper. Et plutôt littéraire, on l'a su à 13h au célèbre restaurant de Rouen. Maintenant, on a l'habitude pour les farus de littérature. Le prix concours de cette année a été attribué à Mathias Hénard pour son roman qui justement se passe plutôt dans le côté oriental, c'est Boussole chez les éditions Actes Sud. Et le Renaudot cette année, c'est David de Vigan qui l'emporte justement sur un roman qui s'appelle D'après une histoire vraie de chez J.C. Lattès. Merci. Et parfait, on a parlé littérature et justement on va pouvoir passer maintenant à la partie littérature de l'émission avec la chronique littéraire de Marc. Marc, quel ouvrage vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la chronique portera sur le deuxième roman de Laurent Binet intitulé « La septième fonction du langage ». Sous ce titre abscon et ésotérique se cache une pochade très drôle, une farce hilarante. En parallèle, j'évoquerai aussi la récente biographie très documentée Roland Barthes par Tiffaine Samoyau. Les deux sont liés, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Dans sa biographie, Tiffaine Samoyau commence par la narration des derniers jours du sémiologue et de sa mort. L'épisode est connu. Rentrant d'un déjeuner avec François Mitterrand en 1980, Roland Barthes est renversé par la camionnette d'un teinturier bulgare en face du Collège de France où il était professeur.
Quelques semaines plus tard, il s'éteint à l'hôpital, lui qui était inconsolable depuis le décès de sa mère adorée. Passé ce prologue, la biographie devient plus classique dans son organisation. Le premier chapitre est consacré à l'enfance, où l'on apprend que Barthes souffre d'insuffisance pulmonaire et passera plusieurs séjours dans un sanatorium. Bien sûr, c'est son aura intellectuelle qui est longuement disséquée dans le livre. Ses œuvres sont analysées. Ses amitiés, ses amours éphémères avec des garçons sont évoqués avec pudeur. Sa mère est un personnage central de sa vie. Il en est proche au point d'habiter dans le même immeuble qu'elle. C'est vraiment une lecture passionnante pour mieux comprendre l'auteur des mythologies et des fragments d'un discours amoureux. Mais venons-en au roman de Laurent Binet, qui a exactement le même point de départ que la biographie, l'accident de la circulation dont Roland Barthes est victime. Mais ici, rapidement, la fiction prend le pouvoir et l'hypothèse saugrenue d'un assassinat est émise. Le commissaire Jacques Bayard est dépêché à son chevet pour enquêter. Il s'adjoindra les services d'un jeune doctorant, Simon Herzog, qui doit l'aider à décrypter le milieu intellectuel parisien. Ces deux personnages de fiction déambulent dans ce roman germano-pratin peuplé de figures intellectuelles. Bernard-Henri Lévy, Foucault, Solers et Kristeva, Althusser, Umberto Eco, Derrida, Lacan. Dans Paris, on croise également quelques hommes politiques, Mitterrand, Lang, Poniatowski et Giscard. Barthes mort, le policier est mandaté pour percer le mystère. Gabriel va nous lire un premier extrait décrivant le journal télévisé, le jour de son décès, et quelques digressions. 20h24, Roland Barthes est mort cet après-midi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Giscard arrête de paraffer Mitterrand, arrête de grimacer. Solers arrête de fourrager dans son caleçon avec son fume-cigarette. Kristeva arrête de touiller son sauté de veau et accourt de la cuisine. Ahmet arrête d'enfiler ses chaussettes. Althusser arrête d'essayer de ne pas s'engueuler avec sa femme. Bayard arrête de repasser ses chemises. Deleuze dit à Guattari « Je te rappelle ». Foucault arrête de penser au biopouvoir, Lacan continue à tirer sur son cigare. L'écrivain et philosophe avait été victime d'un accident de la circulation, voilà un mois. Merci. La plupart des noms mentionnés dans la longue parenthèse qui scande le commentaire du journaliste sont ceux des protagonistes du roman. Bayard suspecte plusieurs intellectuels d'avoir supprimé Barthes afin de récupérer des pages de Jacobson sur la 7e fonction du langage. Pas d'inquiétude, même si le roman est truffé de références, il n'est pas besoin d'être expert en linguistique ou en sémiologie pour se régaler avec cette enquête policière totalement surréaliste. La description du couple formé par Philippe Solers et Julia Kristeva est irrésistible. Ils sont délicieusement portraiturés. Ainsi, une soirée chez eux donne lieu à une ambiance drôle, comme nous le prouve maintenant Gabriel. Kristeva précise pour l'ensemble des 11 convives: vous n'êtes pas sans savoir que nous étions très liés. Roland adorait Philippe et, elle prend un air modeste et un peu mystérieux, il m'aimait beaucoup. La maîtresse de Lacan s'affaisse de plus en plus sur sa chaise pour masser les bourses de BHL du bout du pied. Solers, pendant qu'il imagine avec netteté la Canadienne en train de le décaloter, demande à Kristeva si elle veut bien aller chercher le dessert. Kristeva se lève et commence à débarrasser, aidée par la Chinoise. Et tandis que les deux femmes disparaissent de nouveau dans la cuisine, l'éditeur sort un cigare dont il découpe le bout avec le couteau à pain. La maîtresse de Lacan continue à se contorsionner sur sa chaise. Solers imagine un plan à 4 avec la Canadienne et des raquettes de tennis. BHL, qui bande comme un cerf, dit que la prochaine fois, il faudra inviter Solzhenitsyn. Il semblerait que Solers et Kristeva manquent un peu d'humour dans la vraie vie, puisqu'ils n'ont apprécié que modérément la caricature hilarante dont ils sont l'objet littéraire. La première partie du roman, située à Paris, est sans doute la plus réussie. Ensuite, le lecteur est invité à Bologne, Ithaque et Venise avant de revenir à Paris. Cela devient foutraque et excessif. Mais la société secrète du Logos Club, avec son rite qui consiste à amputer les doigts aux orateurs pendant leur joute verbale, est vraiment cocasse. Et le lecteur découvrira que le triomphe de Mitterrand lors du débat télévisé de l'entre-deux-tours face à Giscard en mai 1981 n'est pas sans lien avec le décès de Barthes. Pour tout savoir, précipitez-vous sur ce roman en forme de pastiche drôle. Voilà, je vous ai donc parlé ce soir pour ma 5e intervention dans l'émission de la 7e fonction du langage de Laurent Binet paru aux éditions Grasset et de Roland Barthes de Stephen Samoyo paru aux éditions du Seuil. À toi Gabriel pour la fin de l'équipe de l'info sur la 7e chaîne. Merci Marc pour cette chronique littéraire qui était très très drôle ce soir. Voilà, l'équipe de l'info, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission qui maintenant est lancée régulièrement cette année. Merci à vous, chers chroniqueurs, pour vos expertises avisées sur l'actualité de la semaine. Merci à toi et à bientôt.
Bah, merci à toi et on se retrouve très vite. Hein, l'actualité voilà, ne fait que continuer. L'actualité est toujours en évolution. Allez, à très vite pour un nouveau numéro de l'équipe de l'info sur la 7ème chaîne. On reste liés.